matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Alors, je vais d'abord résumer un petit peu la situation, les dernières actualités, avant de vous donner la parole évidemment à Laurent Michelon. Samedi dernier, donc au terme d'une campagne marquée par une opposition diplomatique sino-américaine très forte, le vice-président sortant, alors est-ce que je prononce bien Lee Ching-te 64 ans, a remporté l'élection présidentielle à un tour avec 40,1% des voix, mais il n'a pas la majorité présidentielle. Et ça, on va en parler également. Il a promis de protéger Taïwan des menaces et intimidations continuelles de la Chine. Il est un représentant, un travailleur pragmatique pour l'indépendance. Vous l'avez compris, le parti donc du progrès et de la démocratie contre le rattachement pour l'indépendance plutôt par rapport à la Chine. Ce genre de propos évidemment ravive les tensions et provoque la colère de Pékin qui qualifie le nouveau président de grave danger pour Taïwan. Le ministère chinois de la Défense a alors rappelé que l'armée populaire de libération, l'APL, était prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour écraser fermement les tentatives d'indépendance de Taïwan sous toutes leurs formes, donc éventuellement militaires. Côté américain, le président américain Joe Biden a rappelé qu'il ne soutenait pas l'indépendance. Ça, c'est pour les propos officiels, puisqu'il respecte la doctrine en place. Les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement Taïwan comme un État et considèrent la République populaire de Chine, qui est le vrai nom de Taïwan, comme seul gouvernement légitime. Mais tout de même, une délégation dite informelle a été envoyée par les États-Unis à Taïwan hier, composé de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, de l'ex-secrétaire d'État adjoint et de la présidente de l'Institut américain à Taïwan. Voilà, une commission qui rencontrera aujourd'hui une série de personnalités politiques de premier plan et transmettra ses félicitations du peuple américain à Taïwan pour le succès des élections. Ainsi donc, si cette victoire du nouveau président est bonne officiellement pour la démocratie, elle ne l'est certainement pas pour apaiser les tensions dans la région. La pression en effet, s'accentue toujours un peu plus autour de cette île. On ne compte plus le nombre d'incursions d'avions de l'APL dans l'espace aérien taïwanais, le nombre d'exercices militaires. L'Union européenne, d'ailleurs, se dit préoccupée par ces tensions. Alors, dans ce contexte, une guerre est-elle envisageable ? Et surtout, quelles seraient les implications pour la Chine, l'économie mondiale, les différents acteurs régionaux mondiaux ? En clair, peut-on imaginer concrètement Taïwan reprise par la force par l'armée chinoise à court ou à moyen terme ? Voilà toutes les questions qu'on va poser à notre invité Laurent Michelon. Bonjour Laurent Michelon. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, entrepreneur en Chine, diplômé de Sciences Po et de l'INALCO, auteur de cet ouvrage « Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémon isolé », aux éditions Perspectives Libres. Alors, Laurent Michelon, d'abord, on va partir de cette actualité-là. Comment vous réagissez à cette dernière victoire présidentielle ? La victoire du candidat du DPP est une victoire, on va dire à demi-mesure, parce que d'abord, comme vous l'avez indiqué, il n'a que 40% des votes, et surtout il a perdu la majorité au Parlement, puisque le DPP se retrouve avec 51 sièges, alors que le parti de l'opposition principale, le KMT, en a 52, et il y a l'autre parti qui a, sur une ligne un peu similaire au Kuomintang, qui a 8 sièges. Donc le Kuomintang qui est le KMT, qui est le parti historique, qui lui, c'est ça qu'il faut signaler, pour le rapprochement avec Pékin, et donc c'est eux qui ont gagné la majorité. Exactement. C'est intéressant tout de même. Oui. Sachant que les votes peuvent pas être truqués. On a vu comment ça se passait. C'est ultra contrôlé, filmé. Le vote brandi vers le haut, déposé. Donc tout ça. Il n'y a pas de soupçon de manipulation électorale. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que cette victoire, c'est vraiment une victoire en demi-teinte, parce que si, comme son nom l'indique, ce parti indépendantiste voulait modifier la Constitution ou déclarer l'indépendance, il ne pourrait pas le faire au Parlement, puisqu'il est en minorité. Le Kuomintang pourrait le bloquer, avec l'aide de l'autre parti qui s'appelle le TPP, qui lui aussi est pour un rapprochement avec la Chine, puisque tous les deux ont déclaré pendant la campagne présidentielle qu'ils souhaitaient relancer l'accord qui avait été mis sur les étagères en 2013, qui était un accord un accord bilatéral sur les services. Et cet accord avait été signé entre la Chine et Taïwan et n'a pas été ratifié par Taïwan suite à des manifestations étudiantes. Et donc là, les deux partis, le Kuomintang et le TPP, veulent remettre sur la table cet accord sur les services. D'accord.
Voilà. Donc, si vous voulez, la victoire indépendantiste est vraiment à mesurer, à nuancer. Avec des pincettes. Oui. Voilà. Évidemment, c'est une victoire pour les États-Unis, une victoire, on va dire, de relations publiques. Voilà. Mais certains le présentent comme étant le candidat de la CIA, mais on va en reparler justement. Oui, on peut en discuter longuement. Mais d'abord, je voudrais vous demander, puisque ce sont des élections qui ne peuvent pas être truquées, alors évidemment, après, il y a les arguments de communication, le fait peut-être aussi d'avoir peur d'avoir de nouveau, enfin, c'est sûrement rentré d'ailleurs dans la prise en compte de ces votes, de ne pas vouloir de nouveau entrer en guerre avec la Chine. Mais comment pouvez-vous expliquer, de manière plus générale, le vote majoritaire pour deux partis, donc, qui sont favorables au rapprochement avec Pékin, alors qu'on pourrait croire, enfin on croit même du côté occidental que, donc en France notamment, que Taïwan rêve de son indépendance et la chérit. Alors effectivement, je crois qu'on la grosse incompréhension qu'on a en Occident, c'est que effectivement il y a cette phrase qui circule comme quoi les Taïwanais sont à la recherche de l'indépendance. Or il y a un centre de recherche à Taïwan, donc on ne peut pas soupçonner de manipulation ni chinoise ni américaine, qui fait depuis 1994 un sondage auprès de la population taïwanaise pour leur demander si ils sont plutôt en faveur de l'indépendance, de la réunification, où on leur propose également trois choix statu quo. Voilà. Et le statu quo, quel est-il exactement, pour que ce soit clair pour tous nos auditeurs? Le statu quo, depuis le début, la fin, on va dire, de la guerre de 1949, qui s'est prolongée un peu dans les années 50, c'est globalement deux gouvernements qui font du commerce, qui ont des relations privilégiés, qui ne parlent plus de conflits militaires depuis au moins les années 50. Et donc, il y a 1 million de Taïwanais qui vivent en Chine, qui ont monté leurs affaires là-bas, qui sont mariés avec des femmes chinoises, qui ont des enfants. Et ce sont tous des Chinois des deux côtés. En plus, oui, mais alors le statut officiel de ce pays ou de cette république... Il n'y a pas de statut officiel, justement, puisque les États-Unis eux-mêmes ont ils s'accorderaient tous les deux à rester sur ce non-statut officiel. Exactement, sachant que la Chine a la patience pour atteindre une réunification pacifique. C'est ce qu'annonce la Chine pour 2049. Ils voient, eux, dans le temps long. Voilà, mais par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a aucune tolérance sur la question de l'indépendance. C'est-à-dire, le statu quo actuel, on va dire la relative... l'autonomie relative et non officielle de Taïwan pour l'instant, puisque Taïwan a sa propre monnaie, Taïwan a son propre passeport. Voilà, la Chine est prête à tolérer tout ça pour l'instant, sachant que l'objectif final, c'est la réunification pacifique, et que l'option militaire est seulement sur la table s'il est question d'indépendance, ce que les Taïwanais eux-mêmes ne demandent pas, comme on disait suite à ce sondage. Donc en fait, c'est les États-Unis qui veulent perturber ce statu quo. C'est là on y arrive. Voilà. Mais donc... je voulais juste revenir sur ce vote qui montre que la population taïwanaise finalement ne veut pas pour le moment d'une indépendance officielle. D'ailleurs, même le candidat, le nouveau président, a annoncé que c'était pas forcément sur le tapis immédiatement. Oui, alors ça, c'est un peu de... Il l'avait exprimé plus tôt, mais là, il a dit que c'était pas, en tout cas, la priorité. C'est pas la priorité parce que c'est quelque chose qui lui aurait coûté l'élection s'il l'avait dit ouvertement pendant la campagne. Mais là, tout le monde sait très bien qu'il est en fait le fils spirituel de l'actuel président de Taïwan. L'objectif est évidemment l'indépendance, mais il ne pouvait pas le dire aussi clairement parce qu'il sait que ça fait peur à la population taïwanaise, qui ne veut pas d'avoir... La population a peur. Elle a peur d'un conflit armé, c'est ça oui, effectivement, puisque si la déclaration d'indépendance... Souvenir des bombes, oui. Exactement. Et puis surtout que ça va perturber énormément l'économie taïwanaise, qui est déjà pas au mieux depuis 2016 avec Alors il y a cet argument-là économique aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour des raisons économiques, Taïwan a intérêt à s'allier avec la Chine, ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait croire que c'est l'inverse. Absolument. La Chine absorbe 40% des exportations taïwanaises, et dans certains domaines stratégiques comme les semi-conducteurs, c'est 60%. Le reste, ce que Taïwan exporte vers la Chine, c'est des choses, alors que ce soit dans le domaine chimique, dans l'industrie chimique ou dans l'agriculture, c'est quelque chose que la Chine pourrait acheter ailleurs en Asie. Elle le fait auprès de Taïwan justement pour encourager la population taïwanaise à avoir son intérêt à continuer à commercer avec la Chine. Mais ça pourrait, s'il y avait une marge vers l'indépendance, c'est quelque chose que la Chine pourrait réduire. Voilà. Donc les Taïwanais le savent, ils savent très bien que avec ce million de
Taïwanais qui travaillent en Chine, ça génère énormément de revenus pour Taïwan, puisque c'est des sociétés qui rapatrient leurs capitaux, en partie. Et donc, les Taïwanais sont comme tout le monde, ils voient leur intérêt. C'est pas forcément la peur de la bombe qui leur fait... c'est aussi un intérêt la économique. proximité géographique, culturelle et économique avec la Chine, ça n'a aucun intérêt de s'en séparer. Alors, parlons maintenant du jeu américain. Toujours très intéressant, notamment avec ce qui se passe. En plus, si on met en parallèle, il y a le conflit israélo-palestinien dont on va parler après, mais même si on met en parallèle avec, nous on avait reçu, sous d'autres ondes, j'avais reçu le porte-parole, dit ambassadeur de Taïwan, qui s'inquiétait en effet de ce qui se passait en Ukraine. Parce que l'Ukraine est comme un exemple de soutien américain qui parfois a ses limites. Donc ici, on sait que les Américains soutiennent depuis toujours Taïwan. Officiellement, ne soutiennent pas son indépendance. Quel est son jeu réel ? Le jeu des États-Unis, c'est, il faut être naïf pour penser que les États-Unis ont quelque chose à faire de l'indépendance ou du bien-être de la population taïwanaise. La population taïwanaise, pour les États-Unis, sera sacrifiée de la même façon que la population ukrainienne ou libyenne ou syrienne ou quoi que ce soit. Par contre, le modèle qu'ils utilisent pour Taïwan, il ne faut pas confondre. La question taïwanaise n'a rien à voir avec la question ukrainienne, puisqu'on n'est pas sur un modèle identique de souveraineté. Oui. Mais par contre, le modèle utilisé par les États-Unis d'utiliser en fait une entité tierce pour attaquer leur ennemi idéologique, qui dans ce cas-là est la Chine, c'est la même chose. On voit que Taïwan est en train d'être transformé en dépôt de munitions pour l'armée américaine dans la région. Parce que, ça a été dit par les stratèges américains, ils se sont rendus compte que la différence avec l'Ukraine, qui peut continuer à être approvisionnée en armes par la Roumanie et par la Pologne, c'est pas faisable à Taïwan, qui est une île. Donc il faut entreposer toutes les armes pour un conflit hypothétique à l'avance. Et donc Taïwan est déjà en train d'être utilisé comme entrepôt d'armes. Donc pour la population taïwanaise, c'est extrêmement... Ça peut être inquiétant dans ce sens-là. C'est extrêmement inquiétant. Ça devient une bombe à retardement, cette exactement, histoire. Exactement. Il suffit de jeter une flamme et ça s'embrase. Et c'est ce que essayent de faire les États-Unis avec la première provocation. On voit que 24 heures après l'élection de Lai Ching-te, qui ne prendra ses fonctions que le 20 mai. Donc il y a du temps. Et ils envoient la délégation immédiatement derrière. Une délégation informelle. Oui, bien sûr, mais on voit par qui elle est composée. On voit par qui elle est composée. C'est pas au hasard. Ils n'ont pas choisi des ministres du commerce, des anciens ministres du commerce. C'est des gens qui viennent de l'administration militaire et diplomatique. Donc la provocation est là. C'est essayer de pousser la Chine à la faute, parce que ce qui est, comme dans le cas de l'Ukraine, comme dans le cas des Houthis, c'est pousser à la provocation pour ensuite accuser la Chine ou la Russie de violence, et sans jamais regarder l'historique ou les circonstances qui ont mené à cet acte de violence. Voilà. Mais vous ne croyez pas que, sincèrement, les Américains peuvent vouloir défendre tout simplement la démocratie, qui est le leitmotiv de ce nouveau président ? Je serais tenté de rire de ce genre d'affirmation. C'est une question, c'est pas une affirmation. Mais je ne crois pas du tout à une envie américaine de protéger la démocratie à Taïwan. S'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait bien avant. Ils n'auraient pas changé la représentation diplomatique de Taïwan à la Chine en 1972 comme ils l'ont fait. 79, pardon. Ils n'auraient pas changé non plus, ils n'auraient pas accepté le changement de siège à l'ONU de la Chine, de Taïwan à la Chine. S'ils avaient voulu défendre la démocratie à tout prix, ils l'auraient fait il y a longtemps. En plus, historiquement, on a des preuves, puisque c'est dans les archives de la diplomatie américaine, qu'en fait, Taïwan a toujours été utilisé comme joker pour le futur, pour rentrer dans une relation antagoniste avec la Chine. La question de Taïwan aurait pu être... Joker pour rentrer dans une relation antagoniste, c'est amusant. Bien sûr. En général, c'est plutôt un joker parce que la question aurait pu être réglée il y a très longtemps. Je veux dire, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les anciennes colonies occidentales en Asie, qui avaient été envahies donc par le Japon, ont été rendues à leurs maîtres colonisateurs en 1945. Hong Kong est retourné à l'Angleterre, Macao et Timor retournés au Portugal, l'Indochine est retournée à la France. Mais il n'y a que Taïwan où les États-Unis ont dit ça n'appartient plus au Japon, parce que c'était une colonie japonaise, mais on ne dit pas à qui ça retourne. Et ça a été dans les minutes des réunions du département d'État aux États-Unis. Il a été dit
que cette question ne devait pas être réglée. C'était une ambiguïté stratégique. C'est Kissinger qui l'a expliqué comme ça, en disant que dans le futur, les États-Unis pourraient même dire que... Ce sont dans les écrits officiels de Kissinger. Absolument. Pas de Kissinger, alors à l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères américain Dulles, qui était ancien directeur de la CIA, c'est assez intéressant. Et Kissinger, qui était aussi dans les négociations à San Francisco, pour le traité de San Francisco en 1952, a dit c'est une ambiguïté stratégique dont on a besoin dans le futur. Intéressant. Alors, deux choses, on va élargir le sujet. D'abord, donc, vous considérez que finalement les Américains continuent d'utiliser en effet ces guerres de proxy comme forme de révolution colorée pour pouvoir en effet attaquer l'ennemi stratégique. Première question. Et deuxième, justement, élargissons et prenons d'autres exemples et tentons de comprendre ce qui se passe sur la scène israélo-palestinienne et quelle est justement l'alliance ou la non-alliance, enfin la position plutôt, voilà, j'ai trouvé le bon mot de la Chine et d'ailleurs de Taïwan sur ce conflit. Alors la position de la Chine sur le conflit en Palestine et son extension en ce moment à la mer Rouge, donc avec les Houthis, la position de la Chine a encore été rappelée hier par le ministre des Affaires étrangères qui est en visite au Caire et qui a fait une déclaration commune avec le président Al-Sisi pour dire et pour répéter, la Chine d'abord exige, entre guillemets, un cessez-le-feu immédiat et recommande, comme depuis toujours, la solution à deux États dans les frontières de 1967 avec une capitale à Jérusalem-Est. Ça, c'est la position chinoise officielle depuis des décennies. Et savez-vous si elle soutient l'initiative juridique, la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice? Ils ne se sont pas encore prononcés sur cette question-là. Par contre, il y a eu, entre-temps, il y a eu cette résolution à l'ONU, la résolution 2722, qui intime en fait aux Houthis de cesser leur provocation, entre guillemets, en mer Rouge. Et il est intéressant de savoir que la Chine et la Russie se sont abstenues après avoir tenté de faire placer des amendements. Ces amendements ont été refusés par le Conseil de sécurité, principalement les pays occidentaux, parce que la Russie souhaitait faire mentionner dans la résolution l'origine des provocations des Houthis, qui est évidemment le conflit à Gaza. Et ça a été refusé. Donc on voit que on a une résolution de l'ONU qui n'explique pas pourquoi les Houthis bombarderaient des bateaux à destination d'Israël. C'est une tendance qu'on voit en ce moment, d'ailleurs beaucoup sur tous les conflits, c'est-à-dire refuser de voir peut-être le début du conflit. Absolument. Et la Chine a dit cette résolution est très ambiguë et va probablement mener à une escalade des tensions dans la région. Et le lendemain, les États-Unis et l'Angleterre bombardaient le Yémen, en essayant en plus d'intégrer la Chine dans cette coalition et en disant, et on voit dans tous les médias nord-américains, enfin anglo-américains, qui se plaignent de la neutralité chinoise sur la question soi-disant, alors qu'en fait ce que la Chine fait en ce moment, c'est qu'elle essaie d'éviter d'être attirée dans ce conflit. Et les États-Unis disent, mais en fait, c'est la Chine qui profite encore de notre rôle de policier international, parce que c'est elle qui profite le plus des routes maritimes, avec ses routes de la soie et le commerce avec l'Europe, mais elle ne veut pas faire la police quand c'est nécessaire. Alors que c'est faux, la Chine, depuis 2017, a sa base à Djibouti, avec 2 frégates qui sont en permanence en train de lutter contre la piraterie somalie. Donc c'est la sécurisation des routes maritimes, c'est quelque chose que la Chine a très à cœur, effectivement, parce que son commerce en dépend, mais ce n'est pas pour ça qu'elle veut se faire embringuer dans une histoire. On a compris que c'était aider les États-Unis à régler le problème d'Israël. Et la Chine, et Xi Jinping l'a dit, sur le problème de Gaza, c'est celui qui accroche la clochette au cou du tigre qui va devoir l'enlever lui-même. Intéressant. Voilà. Donc oui, on pense notamment à Benjamin Netanyahu voilà. pour énoncer clairement les propos. Donc il nous reste finalement peu de temps. Je voudrais quand même, puisque tout à l'heure sur ce chat on me disait mais vous ne parlez pas assez de politique nationale, mais comme j'expliquais, tout ça est lié. Je voudrais qu'on explique, c'est intéressant. En plus vous êtes entrepreneur, vous, en Chine, mais vous êtes français. Vous avez d'ailleurs diplômé de Sciences Po, de l'INALCO. Que vous nous expliquiez en quoi cette politique chinoise, et notamment sur les questions internationales, parce qu'on ne va pas parler de la politique chinoise au niveau national, c'est entre guillemets le problème des Chinois, mais en quoi ça peut être intéressant ou alors inintéressant pour nous autres Français. C'est-à-dire la politique... Si on suit les prises de position, les décisions chinoises à l'international,
pourquoi, pour nous, Français, c'est intéressant d'entendre peut-être d'autres sons de cloche que le son américain? C'est intéressant parce que je dirais que la politique étrangère chinoise actuelle, c'était un peu la politique étrangère de la France avant Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on avait une... Jusqu'à Dominique de Villepin, peut-être. Voilà, on avait une diplomatie qui avait en tout cas dans les discours, la possibilité d'être non aligné par rapport à l'hégémon anglo-américain. La Chine joue ce rôle maintenant. Par exemple, sur la question je reviens à la résolution de 2722 de l'ONU, la Chine s'est abstenue de la voter, mais elle a quand même demandé aux Houthis de s'y conformer. Elle a demandé aussi aux Houthis, sans les nommer, mais en disant il faut arrêter les provocations en mer Rouge. Voilà. Donc la Chine ne sort pas on va dire de la conversation internationale sur la question, mais elle refuse d'être attirée d'un côté ou de l'autre. Elle tient à sa neutralité. Elle ne condamne pas quand on lui intime l'ordre de condamner, que ce soit en Ukraine ou que ce soit dans la région. Et donc on a vraiment une neutralité qui est basée sur une maturité diplomatique. Et ce qu'avait la France il y a... une neutralité ou alors une troisième voie, une voie d'équilibre. Une troisième voie, voilà. Et c'était un peu le sens de mon ouvrage. C'était la Chine n'est pas notre modèle, mais il y a un certain nombre de choses qu'elle fait que nous faisions et on pourrait s'inspirer d'elle dans certains domaines. Mais justement, c'est intéressant. Aujourd'hui, de plus en plus, à chaque fois qu'il y a un nouveau conflit, on voit cette voie différente qui est celle de la Chine, qui est celle de la Russie, qui est celle d'autres pays. On l'a vu avec l'Afrique du Sud sur la question d'Israël. Finalement, d'autres pays qui, pendant un temps, ont été un petit peu invisibilisés, on va dire, par un Occident, notamment, et l'hégémon, comme vous le dites, américain. Et petit à petit, là, on voit ces voies nouvelles, nouvelles qui ne sont pas nouvelles, mais de plus en plus prendre de la puissance. Mais exactement, c'est la multipolarité en marche, et la Chine est un des acteurs principaux de la multipolarité, parce que c'est évidemment à son intérêt. Mais ce qui est, on va dire, assez malhonnête dans les médias occidentaux, c'est qu'on essaie de nous faire croire que la Chine essaie de remplacer les États-Unis, et donc finalement de devenir elle-même une puissance hégémonique, en plus en lui ajoutant ce petit élément revanchard. Oui, une guerre de puissance, c'est comme ça qu'on l'entend. Alors qu'en fait, ce que dit la Chine... notamment avec une Chine, c'est comme ça qu'on le voit, et ça c'est vrai, c'est un fait, ces incursions armées autour de Taïwan. Alors là, il faut être précis, il n'y a pas d'incursion armée autour de Taïwan. Ce dont on nous parle, tout à l'heure vous disiez des incursions dans l'espace aérien, c'est pas du tout dans l'espace aérien, c'est dans une zone qui s'appelle l'ADIZ, donc qui est une zone d'auto-identification aérienne, et qui en fait qui est une zone qui est décrétée par chaque pays dans la région, qui n'a aucune valeur juridique, c'est pas reconnu par les traités internationaux, c'est pas reconnu par aucune institution internationale. C'est vous mettez un coup de crayon sur une carte en disant moi j'aimerais bien que tous les avions qui rentrent dans cette zone parlent à ma tour de contrôle pour lui dire pourquoi il passe par là et où est-ce qu'il va. Il faut voir que l'ADIZ taïwanaise, japonaise et coréenne, qui sont quand même les trois zones d'influence américaine dans la région, les ADIZ ont été définis par les États-Unis dans les années 50. Encore une fois, on voit que l'ADIZ taïwanaise empiète sur le territoire chinois. Donc c'est absurde, ça veut dire qu'un avion qui part de Xiamen pour aller à Shanghai devrait parler à Taipei pour dire je me rends à Shanghai. C'est complètement absurde. Donc, et en fait, les avions chinois rentrent à l'extrême... C'est à partir de ces éléments-là qu'on nous dit... Exactement. C'est intéressant de préciser. Et les avions chinois franchissent cette ADIZ à l'extrémité sud. On est plus aux Philippines qu'à Taïwan, à cet endroit-là. Et font demi-tour. Voilà, alors évidemment, ils rentrent dans l'ADIZ pour bien faire comprendre que cette zone n'a aucune valeur juridique. Mais ce que nous disent nos médias, c'est qu'il y a une incursion. Donc on s'imagine avec des bombardiers chinois au-dessus de Taipei. Oui, c'est ce qu'on imagine. On imagine, voilà. Mais c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on imagine quelque chose qui n'a pas lieu d'être. D'accord. Donc votre conclusion et votre appel pour nos auditeurs, notamment, c'est d'abord... où se renseigner éventuellement, et puis que tirer de ces enseignements et de cette politique internationale multipolaire. Alors se renseigner sur ma chaîne Telegram, non, je plaisante, mais c'est ce que je disais à des amis avec qui je discutais récemment de cette question-là, c'est d'abord pourquoi est-ce que vous regardez pas le site de l'ambassade ou la chaîne Twitter de l'ambassade de Chine en France par exemple, parce que là vous avez vraiment la déclaration officielle sur le résultat des élections de Taïwan et la réaction du gouvernement. Et on voit qu'il n'y a pas de menace militaire dans la déclaration officielle. Alors il faut un peu se passer de l'intermédiation des médias occidentaux qui répètent toujours la même chose, qui déforment, qui sont imprécis, qui sont flous
à dessein. Donc, aller sur les sites des ambassades, aller sur les journaux chinois. Il y a des journaux en anglais, il y a des journaux en français. Oui. Après, dire c'est de la propagande. Ou même les journaux taïwanais, puisque vous l'avez dit eux-mêmes. Exactement. Il faut les lire. Ils ont une ligne. Ce qui est vraiment intéressant en vous écoutant, c'est qu'ils ont une ligne, mais pas qu'en vous écoutant, même en constatant les élections. Donc, ils ont une ligne qui est bien différente de celle qu'on croit, nous, occidentaux. Absolument. Et c'est beaucoup moins noir et blanc en Asie. Les gens sont beaucoup plus posés. On peut parler à des gens de Hong Kong qui sont a priori pas pro-chinois, mais qui ont une lecture des affaires internationales beaucoup plus claire que le lecteur occidental moyen, parce que juste en lisant des journaux de Hong Kong. Alors juste une question justement à ce sujet-là. Je vous demandais pour la Chine quelle est la position par rapport à ces grands conflits actuels, mais avez-vous une idée justement de la position taïwanaise, notamment sur ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine, etc. Est-ce qu'elle est différente finalement de l'alignement occidental ? Je pense que elle n'est pas différente de l'alignement occidental, mais je pense Taïwan ne rentrerait pas dans une coalition occidentale, par exemple, comme ça, parce que je pense que c'est très chinois, et il faut quand même bien savoir que les Taïwanais sont culturellement chinois, et c'est très chinois de ne pas se mêler des affaires des autres. Voilà. Donc, il y a pas ça serait assez dangereux pour Taïwan de se mêler de cette question-là, de rentrer dans une coalition avec les États-Unis, parce que c'est quelque chose qui... En plus, la Chine Taïwan, pardon, est à la recherche de reconnaissance diplomatique dans la région. Donc, c'est assez délicat et ça pourrait se retourner contre elle. Et vous pensez à une réunification possible pour 2049 ? 2049 ne concerne que Hong Kong. Donc, en parler à Taïwan, là aussi, c'est une déformation médiatique pour faire croire que 2049, marche ou crève, la réunification aura lieu. C'est faux. Je pense que la Chine a le temps des réels, elle a le temps pour elle, et surtout, l'hégémon anglo-américain n'a pas le temps pour lui. Oui. Et ça, la Chine le sait. Et s'il y a une puissance impériale qui est en déclin, c'est pas la Chine, c'est plutôt les États-Unis. Donc, la réunification... Pourquoi ? Enfin oui, certainement. Moi, ce que je vois, c'est quelque chose de encore plus flexible que Hong Kong. Le un pays deux systèmes ne s'applique qu'à Hong Kong. Là aussi, il y a beaucoup de journalistes occidentaux qui vont à Taïwan en disant « Est-ce que le un pays deux systèmes de Hong Kong vous convient ?» Évidemment, tout le monde dit non, puisque les situations sont complètement différentes, puisque Hong Kong, c'était un bail de 100 ans qui avait été signé avec les Anglais. Donc, il était normal que ça retourne à la Chine, alors que Taïwan, ce n'est pas un bail qui a été signé avec qui que ce soit. Donc, les situations sont complètement différentes. Oui. Et donc la Chine, j'en suis persuadé, elle a un modèle à proposer à Taïwan qui est très différent de celui qu'a proposé à Hong Kong. Mais encore faut-il que les Taïwanais ne parlent pas d'indépendance. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Laurent Michelon. En tout cas, c'était important. En effet, vous voyez, même moi, j'avais des versions un peu occidentalisées, on va dire, des médias mainstream, comme quoi il faut toujours intéressant d'entendre d'autres sons de cloche. Et c'est ce qu'on fait, nous, en tout cas, sur Toxa, en vous donnant la parole, Laurent Michelon. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes entrepreneur en Chine et auteur de ce livre, Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémon isolé, aux éditions Perspectives Libres. Merci encore et merci à vous tous d'être toujours plus nombreux chaque jour sur Toxin, toujours plus nombreux à être abonnés également. Continuez de parler de nous, c'est important. Alors demain, justement, je vous l'ai dit, on va donner la parole à la ruralité, à ces maires ruraux qui nous disent attention, nous sommes oubliés de la Macronie depuis le début. De nombreux maires ruraux seront ici pour notre corps à corps. Et puis, nous allons vous expliquer comment lutter concrètement contre la hausse des prix de l'énergie. Ça nous concerne tous. C'est à ne pas manquer à partir de 9h. Allez, je vous dis à demain.